La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 13 août 2024 et il s'appelle ce matin « Est-ce que l'été sera tiède ?» Les places boursières occidentales ont repris leur souffle hier en attendant une nouvelle série de données macroéconomiques américaines. La volatilité, elle, se réduit même si la géopolitique proche-orientale a un petit peu crispé le marché pétrolier. Du côté de la Chine, les autorités cherchent à reprendre le contrôle du marché obligataire avec des méthodes peu orthodoxes. Autant de sujets que nous allons balayer ce matin en conviant aussi Bernard Arnault et ses potes milliardaires. Donc après les chutes et les envolées brutales de la semaine précédente, la séance boursière d'hier a montré que la volatilité s'est réduite. En Europe, les indices ont ainsi connu des parcours assez divergents avec de petites hausses à Londres, Zurich ou Milan et même à Francfort et de légères baisses à Paris, Bruxelles et Copenhague. Le CAC 40 français accuse désormais quand même une baisse de 3,9% en 2024, ce qui en fait l'indice principal le plus nul du marché cette année, même dans sa version dividende intégrée qui recule de moins 0,9% depuis le 1er janvier. Et ça ne fait pas vraiment les affaires de notre Bernard national qui n'a même pas pu se refaire la cerise grâce aux Jeux Olympiques. Le désormais ex-homme le plus riche du monde a été dépassé par Elon Musk de Tesla et par Jeff Bezos d'Amazon dans le dernier classement Bloomberg des milliardaires. Il affiche un petit 184 milliards de dollars de fortune. Pire, Bernard Arnault sent le souffle de Mark Zuckerberg de Meta dans son cou, et ça je ne le souhaite à personne. Pour l'anecdote, Bill Gates de Microsoft est à la 5e position et Larry Page de Google à la 6e. On peut donc dire que Bernard est la seule force d'opposition au set magnifique dans le haut du classement, surtout d'ailleurs si Jensen Huang, le patron de Nvidia, continue à faire fructifier ses 3,5% du capital de la société et ses stock options. Le patron de la star des équipements pour l'IA est au 14e rang du classement Bloomberg actuellement avec une richesse estimée à 101 milliards de dollars depuis la hausse de 4% de l'action hier. Aux États-Unis comme en Europe, la séance de lundi s'est soldée par des parcours disparates. On a eu un S&P 500 qui a terminé à l'équilibre, qui est encadré par le Dow Jones à moins 0,4% et le Nasdaq 100 à plus 0,2%. La décomposition des hausses et des baisses montre que les investisseurs n'avaient quand même pas de grosses convictions. Il y a du vert et du rouge dans tous les secteurs. D'ailleurs, c'est le bond de Nvidia dont j'ai parlé juste avant qui a permis au Nasdaq de ne pas perdre de terrain hier. Comme il ne se passe pas grand-chose en Occident au milieu du mois d'août, les regards se sont tournés vers les efforts de la Banque centrale chinoise pour faire en sorte que le marché obligataire local fonctionne mieux. Enfin, fonctionne comme les autorités l'entendent, c'est-à-dire pas en se basant sur le jeu de l'offre et de la demande, mais en considérant les besoins du Parti communiste chinois. Actuellement, il n'y a pas vraiment d'alternative aux obligations pour les investisseurs locaux désireux de trouver un rapport risque potentiel correct. C'est pourquoi la demande dépasse l'offre, ce qui fait monter les prix des obligations et baisser leur rendement. Or, les autorités ont peur que l'évaporation des rendements ne mette à mal la solidité des institutions financières du pays. Elles ont donc multiplié les mesures pour refroidir les acheteurs. Et les deux dernières en date sont presque caricaturales. Ainsi, le régulateur a demandé à ses banques rurales de ne pas livrer des obligations qui avaient été achetées par les clients. Ça c'est commode comme méthode. Il a aussi exigé que les banques nationales listent les investisseurs qui achètent des obligations d'État chinoises, histoire de montrer qu'ils sont pistés. Au-delà de l'anecdote, cela illustre une fois de plus qu'investir en Chine consiste en réalité à co-investir avec le PCC, et ça induit naturellement un risque additionnel. Pas étonnant d'ailleurs que les investisseurs internationaux continuent à se méfier de ce marché qui s'artificialise, quels que soient les actifs concernés d'ailleurs. On a par exemple les transactions d'actions en Chine qui ont atteint leur niveau le plus bas depuis 4 ans selon les informations de Bloomberg. La situation de l'obligataire chinois n'a pas encore de répercussions ailleurs, mais c'est quand même une nouvelle ligne à ajouter dans la liste des sources de désordre à surveiller. À court terme, c'est plutôt la géopolitique qui préoccupe les financiers. Les États-Unis et Israël craignent une attaque iranienne sur l'État hébreu cette semaine sous une forme qui n'est pas encore connue. Le pétrole a réagi à la hausse à cette information avec un Brent qui a refranchi le cap des 81 $ le baril après avoir reculé à 79 $ ces derniers jours. Je poursuis avec l'actualité extraterrestre. Les scientifiques ont découvert des océans d'eau liquide sous la surface de Mars et Elon Musk a discuté avec Donald Trump sur X avec, il est vrai, un raté technique suivi d'un mensonge apparemment grossier sur les raisons du plantage. Musk qui a donc clairement choisi son camp, mais depuis quelques semaines déjà, et qui se voit bien apparemment en grand argentier de Donald Trump puisqu'il a fait des propositions pour réduire les dépenses fédérales. Plus sérieusement, le regard des financiers va se tourner désormais vers les prix à la production américains de juillet. Ils seront annoncés à 14h30. Ça constituera une sorte de répétition générale avant la publication demain à la même heure de l'évolution des prix à la consommation, donc de l'inflation aux États-Unis. Les deux chiffres vont permettre normalement de renforcer la
conviction selon laquelle la Fed baissera ses taux plusieurs fois cette année à partir du mois de septembre. De toute façon, toute autre lecture serait une très mauvaise surprise pour le marché, notamment le marché action. En Asie-Pacifique ce matin, Tokyo achève de combler le trou d'air du début du mois en bondissant de 3,1% ce matin après un jour férié hier. C'est une poussée trop forte pour être honnête, mais je n'ai aucun élément rationnel pour le démontrer. La Chine de son côté ne bouge pas beaucoup, pendant que la Corée du Sud et l'Inde perdent un petit peu de terrain. L'Australie, elle, grappille quelques points. On a des indicateurs avancés qui étaient haussiers en Europe et aux États-Unis peu avant 8h ce matin, c'est-à-dire à l'heure où j'enregistre. L'actualité du jour en France, elle est assez limitée. On a Total Energy qui démarre la production d'un champ pétrolier dans le golfe du Mexique, Euronext qui affiche un volume d'échange cash en hausse pour le mois de juillet et Valneva qui a confirmé ses objectifs 2024 tout en prévoyant de réduire sa consommation de trésorerie. À l'international, en Europe d'abord, Galderma, Zealand Pharma et Adtech vont rejoindre les indices MSCI World. Novartis a échoué devant la justice américaine à empêcher le fabricant de génériques MSN de lancer sa propre version de l'Entresto. Pandora a revu à la hausse ses perspectives de croissance 2024. Brenntag, à l'inverse, les a revus en baisse. ThyssenKrupp Nucera a augmenté son carnet de commandes mais met en garde contre le ralentissement du marché de l'hydrogène. Et HelloFresh a dépassé ses prévisions OT2 grâce aux plats préparés. Meyer Burger reporte de son côté la publication de ses résultats semestriels et Tecan réduit ses objectifs 2024. On a aussi Prysmian qui obtient plus de 96 millions de dollars dans le cadre d'un litige sur la propriété industrielle contre Sterlite. Il faut ajouter à cela que Porsche Holding a pris une participation dans le groupe de services de bus Flixbus, UMG et Meta ont signé un nouvel accord pluriannuel et Burkhalter rachète une entreprise d'électrotechnique en Argovie. Les principales publications du jour en Europe aujourd'hui, on a Henkel, Norilsk Nickel, Porsche Automobile Holding, Pandora et donc Brenntag. Aux États-Unis, B. Riley fait l'objet d'une enquête de la SEC et renonce à son dividende et s'effondre en bourse. Starbucks est en train de discuter d'un accord avec Elliott pour donner au fonds activiste un siège à son conseil d'administration et Johnson & Johnson a rallié suffisamment de plaignants pour un accord transactionnel de 6,5 milliards de dollars dans le cadre de l'affaire du talc pour bébé. Enfin, le gestionnaire d'actifs Janus Henderson rachète Victory Park Capital dans le cadre de son expansion dans le crédit privé. Il y a pas mal de publications intéressantes aux États-Unis aujourd'hui, notamment Home Depot, New Holdings, Sea Limited, Flutter, Franco Nevada, Tencent Music ou encore On Holding. Dans le reste du monde, Krafton s'offre le développeur japonais de jeux vidéo Tango et l'entreprise australienne CSL Limited baisse en raison de prévisions de bénéfices annuels plus faibles que prévu. C'est terminé pour ce matin, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.